3 phrases interdites qui détruisent votre couple et comment les éviter. Il y a une phrase, une seule phrase, que 73% des couples qui divorcent ont prononcé au moins une fois par semaine dans les 2 ans avant leur séparation. Et le pire, c'est que vous l'avez probablement dite cette semaine, peut-être même aujourd'hui, pas en criant, pas en insultant, juste, normalement, presque gentiment. Un psychologue américain a suivi plus de 3000 couples pendant 16 ans, et il a découvert qu'avec seulement 3 minutes d'une conversation de couple, il pouvait prédire avec plus de 90% de précision si ce couple allait divorcer ou non. Pas en écoutant le sujet de la dispute, pas en écoutant qui a raison, en écoutant seulement les mots utilisés. Aujourd'hui, je vais vous donner ces 3 phrases exactes, celles qui, mot pour mot, sont en train de fissurer votre couple sans que vous vous en rendiez compte. Je vais vous montrer à quoi elles ressemblent vraiment dans une conversation normale parce qu'elles ne sonnent jamais comme des attaques et surtout, je vais vous donner la phrase exacte à dire à la place dès ce soir. Restez jusqu'à la fin parce que la 3e phrase est celle que 9 personnes sur 10 utilisent en pensant bien faire. Et c'est probablement la plus dangereuse des 3. Si vous êtes ici, c'est probablement pour une de ces 3 raisons. Soit vous sentez que quelque chose s'est cassé dans votre couple, sans savoir exactement quoi. Soit vous venez d'avoir une dispute qui a dérapé et vous cherchez à comprendre pourquoi ça a si mal tourné. Soit vous allez bien, mais vous êtes du genre à vouloir éviter le problème avant qu'il n'arrive. Et honnêtement, c'est la meilleure raison d'être ici. Je m'appelle votre prénom. Et sur cette chaîne, je décortique la psychologie des relations à partir de la recherche scientifique. Pas des opinions, pas du feeling, de la vraie recherche, celle qui a suivi des milliers de couples pendant des décennies. Et ce qu'on va voir aujourd'hui vient en grande partie des travaux du psychologue John Gottman, qui a littéralement construit un laboratoire de l'amour, une maison équipée de caméras et de capteurs biométriques, pour observer comment les couples se parlent vraiment. Ce qu'il a trouvé, c'est que ce ne sont presque jamais les gros sujets qui détruisent un couple, pas l'argent, pas les belles-mères, pas même l'infidélité, dans beaucoup de cas. C'est la façon dont on se parle des sujets. Et il existe des phrases précises, des structures de langage précises qui prédisent la rupture avec une fiabilité presque effrayante. On va voir les 3 aujourd'hui, dans l'ordre de la plus fréquente à la plus destructrice. Pour chacune, je vais vous montrer à quoi elles ressemblent concrètement dans une vraie dispute. Pourquoi votre cerveau et celui de votre partenaire réagissent si violemment à ces mots précis et la phrase de remplacement exacte, celle qui dit la même chose, mais qui construit au lieu de détruire. Et à la fin, je vous donnerai un test de 30 secondes pour savoir si vous utilisez déjà l'une de ces phrases sans le savoir. Parce que la vérité, c'est que presque personne ne le fait exprès. Allez, on commence par la phrase numéro 1, et elle est sournoise parce qu'elle commence toujours par un mot totalement innocent. Transition, micro-histoire, boucle ouverte. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Claire et Marc. Les prénoms ont été changés. 7 ans de couple, 2 enfants. Sur le papier, un couple solide. Un soir, Marc rentre tard du travail. Rien de dramatique. Claire, fatiguée, épuisée par sa journée avec les enfants, lâche une phrase de 8 mots. 8 mots. Marc m'a raconté, des années plus tard, que c'est cette phrase précise, pas la dispute qui a suivi, pas les cris, qui a été, selon ses mots, le moment où j'ai arrêté d'essayer. On va découvrir cette phrase dans un instant. Mais avant ça, il faut comprendre pourquoi certains mots ont ce pouvoir-là sur notre cerveau. Phrase interdite numéro 1. Tu ne fais jamais, / tu fais toujours. La phrase et pourquoi elle est partout. La première phrase interdite, c'est ce que j'appelle la généralisation accusatoire. Elle prend toujours l'une de ces 2 formes. Tu ne fais jamais attention à moi. Tu es toujours en retard. Tu ne m'écoutes jamais. Tu es toujours en train de... Les mots-clés à repérer, toujours et jamais. Et je sais ce que vous pensez peut-être, mais parfois c'est vrai. Il est toujours en retard. Alors laissez-moi vous expliquer pourquoi, même quand c'est statistiquement vrai, cette phrase est en train de faire des dégâts que vous ne voyez pas. Ce qui se passe dans le cerveau de votre partenaire. Quand vous dites « tu ne fais jamais X », le cerveau de la personne en face ne traite pas ça comme une information. Il le traite comme une attaque contre son identité. Ce n'est plus « j'aimerais que tu m'aides plus souvent avec la vaisselle ». C'est devenu « tu es quelqu'un qui n'aide jamais, tu es ce genre de personne ». Et face à une attaque sur son identité, le cerveau humain a une seule réaction possible, câblée depuis des centaines de milliers d'années, la défense. C'est ce que les chercheurs appellent la mise en accusation globale. Vous ne critiquez plus un comportement ponctuel, vous condamnez la personne entière, pour toujours, sans exception possible. Et la conséquence immédiate, presque automatique, c'est que votre partenaire va faire une chose,
cherchez un contre-exemple pour se défendre. Comment ça jamais? La semaine dernière, j'ai fait la vaisselle 3 fois. Et là, vous êtes coincé. Vous n'êtes plus en train de parler du vrai problème qui est peut-être « je me sens seul à gérer la maison ». Vous êtes en train de débattre de statistiques, de compter des vaisselles, de prouver qui a raison sur le mot « jamais ». Le vrai sujet a disparu. Il a été remplacé par un procès. L'expérience qui prouve à quel point c'est physiologique. Dans son laboratoire, Gottman mesurait littéralement le rythme cardiaque des couples pendant leurs disputes. Et ce qu'il a découvert, c'est que dès qu'une généralisation accusatoire de ce type est prononcée, le rythme cardiaque de la personne visée grimpe en quelques secondes au-dessus de 100 battements par minute. C'est ce qu'on appelle l'inondation physiologique, flooding en anglais. Le corps entre littéralement en mode combat ou fuite, comme si vous étiez face à un danger physique. Le sang quitte le cerveau préfrontal, celui qui gère la logique, l'empathie, l'écoute, pour irriguer les muscles. Concrètement, à partir de ce moment-là, votre partenaire n'est plus physiologiquement capable de vous écouter avec empathie. Il ou elle n'est plus en mode comprendre, il est en mode survivre à cette conversation. Vous pourriez avoir la meilleure des raisons du monde d'être en colère. À partir de cette phrase, votre message ne passe simplement plus. Pourquoi on le fait quand même? Alors pourquoi on utilise ces mots si c'est si destructeur? Parce que toujours et jamais sont des mots d'épuisement émotionnel, pas des mots de description factuelle. Quand vous dites « tu ne m'écoutes jamais », ce que votre cerveau essaie vraiment de dire, c'est « je me sens tellement seul avec ce problème que j'ai l'impression que ça n'a jamais changé et que ça ne changera jamais ». C'est une émotion, le désespoir, qui s'habille en accusation. Le problème, c'est que votre partenaire n'entend pas votre désespoir. Il entend une accusation. Et il vous répond avec de la défense, pas avec de la compassion. La phrase de remplacement. La solution concrète. Voici la structure que je vous recommande, validée par la recherche en thérapie de couple. On l'appelle parfois la formule XXXYZ ou communication en je. Quand comportement précis et ponctuel arrive, je me sens émotion parce que besoin. Comparons concrètement. Au lieu de « tu ne fais jamais attention à moi, t'es toujours sur ton téléphone », vous dites « hier soir pendant le dîner, j'ai remarqué que tu regardais ton téléphone et je me suis sentie un peu seule. J'ai besoin de ces moments où on est vraiment ensemble, sans écran. » Regardez la différence. Aucun toujours, aucun jamais. Un moment précis, une émotion nommée, pas une accusation. Et surtout, un besoin exprimé, pas un procès instruit. Cette phrase-là, le cerveau de votre partenaire ne la traite pas comme une attaque. Il n'a rien à défendre, parce que vous ne l'accusez de rien de global. Vous partagez un ressenti sur un moment précis. Petit exercice à faire pendant que vous regardez cette vidéo. Pensez à la dernière fois que vous avez dit « tu ne fais jamais » ou « tu es toujours ». Dans les commentaires, je veux que vous me réécriviez cette phrase avec la formule qu'on vient de voir. Ça vous prendra 20 secondes et c'est l'exercice qui, à terme, va le plus transformer vos conversations de couple. Transition/rappel de la boucle ouverte. Vous vous souvenez de Claire et Marc, la phrase de 8 mots? Ce n'était pas celle-là, ce n'était même pas la deuxième qu'on va voir juste après. C'était la troisième, celle que la majorité d'entre vous utilise probablement en pensant qu'elle est inoffensive, presque polie. Mais avant d'y arriver, il y a une deuxième phrase, encore plus violente que la première. Et statistiquement, c'est celle qui est la plus présente chez les couples qui finissent par se séparer. Phrase interdite. Numéro 2. Le mépris déguisé en humour ou soupir. Introduction de la phrase et pourquoi ce n'est pas vraiment une phrase. La deuxième phrase interdite est particulière, parce que ce n'est pas toujours une phrase au sens strict. Ça peut être un soupir suivi de « laisse tomber, c'est pas grave ». « Waouh, vraiment? T'as fait ça ?» avec un petit rire méprisant. Bien sûr, évidemment, comme d'habitude. Ou simplement les yeux qui roulent, ce petit mouvement des yeux vers le haut. Ça s'appelle le mépris. Et dans les recherches de Gottman, c'est de loin le plus puissant des 4 signaux qu'il appelle les 4 cavaliers de l'Apocalypse du couple. Un clin d'œil biblique pour désigner les 4 comportements qui prédisent le plus fiablement une rupture. Et le mépris est celui qu'il place au-dessus de tous les autres. Pourquoi? Parce que c'est le seul des 4 qui contient un ingrédient très spécifique, la supériorité. Pourquoi le mépris est différent de la colère? La colère dit « ce que tu as fait m'a blessé ou me dérange ». Le mépris dit « tu es en dessous de moi ».
C'est une nuance énorme. Quand vous êtes en colère contre quelqu'un, vous le traitez encore comme un égal, quelqu'un digne de votre colère, de votre énergie, de votre attention. Quand vous avez du mépris pour quelqu'un, vous le regardez de haut, vous n'argumentez plus avec lui, vous le jugez. Et le corps humain, encore une fois, câblé par l'évolution pour détecter les hiérarchies sociales, ressent le mépris d'une façon totalement différente de la colère. Le mépris touche une zone très profonde, liée à la honte. La statistique qui devrait tous nous faire réfléchir. Voici le chiffre qui m'a le plus marqué dans les études de Gottman. En observant seulement le niveau de mépris exprimé pendant une conversation de couple, les chercheurs pouvaient de prédire non seulement le divorce, mais aussi la santé physique future des partenaires. Les personnes régulièrement exposées au mépris de leur conjoint développent statistiquement plus d'infections, plus de maladies liées au système immunitaire dans les années qui suivent. Le corps encaisse le mépris comme un stress chronique, au même titre qu'un environnement de travail toxique ou un traumatisme répété. Ce n'est pas juste une mauvaise habitude de communication. C'est quelque chose qui, littéralement, abîme le corps de la personne que vous aimez. À quoi ça ressemble vraiment au quotidien? Parce que ça ne ressemble jamais à ce qu'on imagine. Le piège avec le mépris, c'est qu'il se déguise très bien. Il prend souvent l'apparence de l'humour ou du sarcasme juste pour rire. Exemple typique, votre partenaire vous raconte une erreur qu'il a faite au travail et vous répondez avec un petit sourire « Ah oui, c'est très toi ça ». Ça sonne presque affectueux, non? Sauf que le sous-texte, celui que le cerveau de votre partenaire capte instantanément, c'est « Tu es le genre de personne qui échoue ». C'est ton identité. Autre exemple, très courant devant les amis ou la famille. Imiter le ton de son partenaire pour se moquer gentiment de sa façon de parler ou raconter une anecdote embarrassante sur lui pour rire devant tout le monde. Le rire des autres autour de la table masque, pour vous, la douleur réelle que ça provoque chez votre partenaire. Et souvent, il ou elle va rire aussi par réflexe social, pour ne pas créer un malaise pendant que quelque chose se ferme intérieurement. Pourquoi on tombe dans ce piège? Le mépris apparaît presque toujours après une accumulation de ressentiments non exprimés. C'est rarement la première réaction. C'est ce qui reste quand on a essayé plusieurs fois de faire passer un message, qu'on a l'impression de ne pas avoir été entendu, et qu'à un moment, la frustration se transforme en un sentiment de supériorité. De toute façon, elle ne changera jamais, autant en rire. C'est presque une forme d'autoprotection. Le problème, c'est que ça détruit exactement ce qu'on essaie de protéger. La phrase et surtout, l'attitude de remplacement. Ici, il ne s'agit pas juste de remplacer une phrase par une autre. Il s'agit de remplacer un réflexe entier, le réflexe de juger, par le réflexe de décrire un besoin non satisfait. Concrètement, l'antidote au mépris, selon la recherche, c'est de cultiver activement ce que Gottman appelle la culture de l'appréciation, reconnaître consciemment, à voix haute, ce que votre partenaire fait bien, même dans les périodes de tension. La règle qui a le plus fait ses preuves s'appelle le ratio 5 pour 1. Pour chaque interaction négative dans un couple, il faudrait d'environ 5 interactions positives pour maintenir une relation stable et heureuse sur la durée. Pas dans l'absolu tous les jours, mais comme tendance générale. Alors au lieu de « Ah oui, traite-toi ça, encore une fois », vous pouvez dire « Ça t'embête cette histoire au travail? Raconte-moi ». Vous remplacez le jugement par la curiosité. C'est un des changements les plus puissants qu'on puisse faire dans une relation. Chaque fois que le réflexe de juger apparaît, le remplacer, consciemment, par une question de curiosité sincère. Et si vous avez pris l'habitude de vous moquer devant les autres, la règle est simple et non négociable. Votre partenaire ne devrait jamais découvrir qu'il est une source de moquerie pour vous en présence d'autres personnes. Jamais, même pour rire. Transition vers la phrase numéro 3. Rappel de la boucle plus tension. On arrive maintenant à la phrase la plus dangereuse des trois. Et je le redis, parce que c'est important. Ce n'est pas celle qui sonne le plus méchamment, c'est même souvent l'inverse. C'est celle que Claire a dite à Marc, ce fameux soir. Et si je vous dis qu'il s'agissait à première vue d'une phrase de défense personnelle, presque légitime, vous allez peut-être être surpris. Cette phrase-là a un nom précis en psychologie du couple. Et si vous la reconnaissez dans votre propre relation d'ici 2 minutes, ne culpabilisez pas. C'est, de très loin, le réflexe le plus humain, le plus universel des trois. Presque tout le monde l'utilise. Le problème, c'est que c'est aussi celui qui met fin aux conversations les plus vite. Phrase interdite numéro 3. La contre-attaque déguisée en défense. La phrase, dans toute sa banalité apparente. Voici quelques versions de cette troisième phrase interdite. Oui, mais toi aussi tu fais pareil. Je ne suis pas le seul problème ici. Attends,
Tu vas pas me faire la morale, toi qui… C'est pas ma faute, c'est parce que tu… Et celle qui a brisé Marc. Ah, parce que toi, tu es parfait peut-être? Ça s'appelle la défensive, le troisième des 4 cavaliers. Et je pense que c'est la plus sournoise des 3, parce qu'elle se présente toujours comme légitime. Pourquoi notre cerveau adore se défendre, et pourquoi c'est un piège? Quand on se sent attaqué, même légèrement, notre premier réflexe biologique n'est pas d'écouter, c'est de se protéger. C'est absolument normal, et personnellement je pense que quiconque prétend ne jamais avoir cette réaction n'est probablement pas honnête avec lui-même. Le problème n'est pas d'avoir envie de se défendre. Le problème, c'est ce que la défensive fait, structurellement, à une conversation. Elle renvoie toujours la responsabilité vers l'autre. Le message caché derrière « oui, mais toi aussi », c'est « le vrai problème, ce n'est pas moi, c'est toi ». Et voilà ce qui se passe. Votre partenaire vous exprime une plainte. Une plainte, ce n'est pas une attaque totale, c'est un signal, souvent maladroit, qui dit « j'ai besoin de quelque chose de différent ici ». Mais quand vous répondez par la défensive, vous transformez ce signal en un ping-pong de reproches. La conversation ne progresse plus jamais vers une solution. Elle boucle, indéfiniment, sur qui a commencé, qui est le pire, qui a le plus de circonstances atténuantes. L'histoire de Claire et Marc, enfin révélée. Ce fameux soir, Marc rentre tard. Claire, épuisée, dit « J'ai l'impression de gérer la maison toute seule ces derniers temps. » C'est une plainte. Maladroite peut-être, mais une plainte. Pas une attaque frontale, elle parle de son ressenti, j'ai l'impression. Pas d'une accusation de type « jamais/toujours ». Et Marc, fatigué lui aussi, épuisé par sa propre journée, répond « Ah bon? Et moi qui bosse 11 heures par jour pour cette famille, ça compte pour rien ?» 8 mots si on ne compte que la deuxième partie de la phrase. Une contre-attaque parfaite, déguisée en défense légitime. Et Marc m'a raconté que ce n'est pas cette phrase précise qui a détruit leur couple sur le coup. C'est ce qu'elle a fait, chaque fois qu'elle s'est répétée. Pendant des mois, Claire a arrêté d'exprimer ses besoins parce qu'à chaque fois, ils étaient retournés contre elle sous forme de contre-accusation. Elle ne se sentait jamais entendue, seulement jugée en retour. Et de son côté, lui, se sentait constamment attaqué pour des efforts qu'il pensait évidents. Les deux avaient, chacun de leur point de vue, des raisons légitimes de se sentir incompris. C'est ça, le vrai danger de la défensive. Elle empêche les deux personnes d'avoir raison en même temps, alors que dans la quasi-totalité des disputes de couple, c'est exactement ce qui se passe. Les deux personnes ont une part de raison, simultanément. Le concept clé, accepter l'influence. La recherche de Gottman a mis en évidence un facteur très précis qui distingue les couples heureux des couples qui se séparent. La capacité à accepter l'influence de son partenaire, c'est-à-dire la capacité à entendre une critique ou une plainte et à se demander sincèrement « est-ce qu'il y a une part de vérité là-dedans, même petite, que je peux reconnaître ?» avant de penser à sa propre défense. Fait intéressant relevé dans ces recherches, les hommes qui n'acceptaient pas l'influence de leur partenaire présentaient un risque de rupture nettement plus élevé que ceux qui savaient le faire. Ce n'est pas une question de genre en soi, c'est une question d'ouverture à être influencé par la personne qu'on aime plutôt que de systématiquement défendre sa position. La phrase de remplacement. Voici l'antidote à la défensive, et je vous préviens, c'est l'exercice le plus inconfortable des 3, parce qu'il demande d'accepter une part de responsabilité, même quand on a l'impression d'avoir de bonnes raisons. La formule s'appelle la responsabilité partielle. Tu as raison sur éléments spécifiques que je peux reconnaître, et de mon côté, mon propre besoin ou ressenti. Reprenons l'exemple de Claire et Marc. Au lieu de « Ah bon? Et moi qui bosse 11 heures par jour? Ça compte pour rien ?» Marc aurait pu dire « Tu as raison, ces derniers temps, je rentre tard et tu portes beaucoup toute seule. Je suis épuisée aussi par le travail en ce moment. On pourrait regarder comment on s'organise différemment ?» Remarquez, Marc ne renonce pas à exprimer sa propre fatigue. Il ne s'écrase pas, il ne devient pas un paillasson. Mais il commence par reconnaître une vérité dans ce que dit Claire, avant de placer son propre besoin. Ça change absolument tout dans la façon dont l'autre reçoit la suite de la phrase. Ça ne veut pas dire être d'accord avec tout le temps. Ça veut dire chercher le pourcentage de vérité, même petit, dans ce que dit l'autre, avant de dégainer sa propre défense. Récapitulatif stratégique, renforcement de la mémorisation. Bon, récapitulons, parce que je veux que ces 3 phrases restent gravées. Phrase interdite numéro 1, la généralisation accusatoire. Tu ne fais jamais, tu es toujours. Solution. Décrire un moment précis, votre émotion, votre besoin, pas un procès global. Phrase interdite numéro 2, le mépris déguisé.
Le sarcasme, le soupir, le « c'est très toi ça », les moqueries devant les autres. Solution, remplacez le jugement par la curiosité et cultivez activement l'appréciation, visez un ratio d'au moins 5 interactions positives pour une négative. Phrase interdite numéro 3. La contre-attaque déguisée en défense. Oui, mais toi aussi. Et moi alors? Solution. Cherchez, en premier, le pourcentage de vérité dans ce que dit l'autre, avant d'exprimer votre propre besoin. Ce qui est fascinant, c'est que ces 3 phrases ont un point commun. Elles apparaissent presque toujours quand on se sent soi-même, incompris ou pas assez reconnu. Ce ne sont pas des phrases de personnes méchantes. Ce sont des phrases de personnes fatiguées, blessées, qui n'ont simplement pas trouvé les bons mots au bon moment. Et c'est une excellente nouvelle en réalité, parce que ça veut dire que ce n'est pas votre couple qui est cassé. C'est un vocabulaire qui doit être ajusté. Et ça s'apprend, à n'importe quel âge, à n'importe quel stade de la relation. Le test rapide. Engagement, plus valeur ajoutée. Comme promis, voici le test en 30 secondes. Pensez à votre dernière dispute, même petite, et répondez honnêtement dans votre tête. 1. Avez-vous, ou votre partenaire, utilisé toujours ou jamais à un moment? 2. Y a-t-il eu un soupir, un rire moqueur ou une phrase du type « évidemment », comme d'habitude? 3. Quelqu'un a-t-il répondu à une plainte par « oui, mais toi aussi ». Si vous avez répondu oui à au moins une question et statistiquement, plus de 90% des couples le font. Ce n'est absolument pas un signal d'alarme en soi. Ce qui compte, ce n'est pas l'absence totale de ces 3 phrases. C'est leur fréquence et surtout ce qui vient réparer la conversation juste après. Les couples les plus solides ne sont pas ceux qui ne se disputent jamais ou qui ne font jamais ces erreurs de langage. Ce sont ceux qui savent de réparer, revenir 5 minutes, 1 heure ou même un jour après et dire quelque chose comme « Je crois que je m'y suis mal pris tout à l'heure, je voulais dire ». Cette capacité à réparer une conversation qui a dérapé est, selon la recherche, un facteur encore plus déterminant sur le long terme que le fait d'éviter parfaitement ces 3 phrases. Pour revenir à Claire et Marc une dernière fois, leur histoire ne s'est pas terminée par une séparation. Ce qui a tout changé, ce n'est pas une thérapie de couple miracle, ni une grande conversation dramatique. C'est exactement ce qu'on vient de voir. Ils ont commencé, chacun de leur côté, à remarquer ces 3 phrases au moment où elles sortèrent de leur bouche, et progressivement, à les remplacer. Marc m'a dit une phrase qui m'a marquée. On n'a pas arrêté de se disputer, on a juste arrêté de se blesser en se disputant. C'est exactement l'objectif de cette vidéo. Pas de créer un couple qui n'a jamais de désaccord, ça n'existe pas. Et ce serait même un mauvais signe. L'objectif, c'est d'avoir des désaccords qui rapprochent au lieu de fracturer. Si cette vidéo vous a parlé, je vous invite à faire 3 choses, très concrètement. 1. Dites-moi en commentaire laquelle de ces 3 phrases vous reconnaissez le plus chez vous, honnêtement. C'est souvent en l'écrivant qu'on prend vraiment conscience du schéma. 2. Abonnez-vous, parce que la semaine prochaine, je fais la vidéo complémentaire à celle-ci. Les 3 phrases que disent, au contraire, les couples qui restent heureux après 20, 30, 40 ans ensemble. Et honnêtement, la 3e phrase de cette vidéo-là va probablement encore plus vous surprendre que celle d'aujourd'hui. 3. Si vous connaissez quelqu'un qui traverse une période compliquée en couple en ce moment, envoyez-lui cette vidéo. Pas pour lui faire un reproche, juste parce que parfois, entendre les bons mots au bon moment peut vraiment changer la trajectoire d'une relation. On a commencé cette vidéo en parlant d'une phrase de 8 mots qui a failli détruire 7 ans de couple. La bonne nouvelle, c'est que le langage qui détruit peut être remplacé par un langage qui répare souvent avec les mêmes 8 mots, juste réorganisé autrement. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.